L'anneau est-il un Horcrux? Les liens évidents entre le Seigneur des Anneaux et Harry Potter sont assez souvent énumérés. D'ailleurs, dans ma chronique il y a maintenant plus de 2 ans, j'en avais parlé. Et aujourd'hui, j'ai décidé, avec l'archéonaute, d'approfondir le lien existant entre l'anneau unique et les Horcrux. Commençons par une petite définition, histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Pour la définition de l'Horcrux, je vais utiliser le monde antique d'Harry Potter, qui est une encyclopédie sur Harry Potter extrêmement complète. Un Horcrux est un objet magique dans lequel un sorcier dissimule une partie de son âme. Ainsi, même si son corps est détruit, le fragment de son âme contenu dans l'Horcrux est préservé, ce qui lui permet d'échapper à la mort. Le livre rajoute également que Horcrux est un néologisme formé à partir du mot français « or » et du mot anglais « crux » qui pourrait signifier « chose essentielle », « cœur d'une chose ». L'Horcrux est donc, littéralement, un élément essentiel placé en dehors, en l'occurrence une part de l'âme placée en dehors du corps de son propriétaire. L'anneau unique, comme son nom l'indique, est unique. Il n'en existe qu'un. Cet anneau magique a le pouvoir de rallonger la vie de son porteur et de le rendre invisible une fois passé au doigt. Voilà pour les côtés positifs, parce qu'à côté de ça, l'anneau est une création de Sauron, qui n'est rien de moins que le Seigneur des Ténèbres, qui l'a forgé pour augmenter son pouvoir, et le seul et unique but de l'anneau est de rejoindre à nouveau son maître pour régner sur la terre du milieu. De plus, il a une volonté propre, et peut manipuler l'esprit de son porteur ou même décider de changer un peu d'air, comme quand il a quitté Gollum pour Bilbon. Dernière chose. Bien que le feu révèle les inscriptions invisibles qui l'ornent, le seul feu qui peut véritablement le faire fondre est celui de la montagne du destin, en plein Mordor. Autant dire que... ce n'est pas gagné. Pour avoir une vision plus générale de ce lien, on va énumérer mais surtout analyser les points communs et les différences entre les Horcrux et l'anneau unique. Le premier point commun est que ces deux objets permettent à leurs créateurs respectifs, en l'occurrence Sauron et Voldemort, d'accéder à l'immortalité. En soi, l'immortalité espérée dans ces deux univers n'est pas totalement identique. Voldemort tente d'accéder à une immortalité plus classique, tandis que Sauron est déjà immortel. La création et la détention de son maître anneau avaient pour principal objectif d'empêcher les Valar de le chasser de la Terre du Milieu. Alors oui, pour beaucoup d'entre vous, c'est sans doute un nom qui ne vous dit rien. Si l'on prend la mythologie grecque, les Valar seraient en quelque sorte les dieux et les déesses de l'Olympe, tandis que Sauron ne serait qu'une divinité mineure, que l'auteur nomme Maya, un peu comme des demi-dieux, du style Héraclès ou Persée. Sauron craignait donc les Valar, et était terrifié à l'idée d'être jeté dans le vide, tout comme Voldemort qui était terrifié à l'idée de mourir. Entre nous, c'est pour cette raison que l'épouvantard de Voldemort ne serait que lui-même, puisque ça le renvoie à sa propre mort. Par extension, fort à parier que si les épouvantards existaient dans le Seigneur des Anneaux, celui de Sauron ne serait rien d'autre que... le vide. Animés et habités par les mêmes craintes, ces deux antagonistes ont, semble-t-il, créé des objets qui leur permettent d'échapper à leur funeste destin. D'autres similitudes résident dans la création mais également dans la destruction de ces objets. Les Horcrux et l'anneau unique ont la particularité d'être des objets maléfiques, rares et ne pouvant pas être créés par n'importe qui. Dans Harry Potter, la création d'un Horcrux nécessite la connaissance de ce concept, que d'ailleurs même Dumbledore ne connaît pas, couplé à des compétences en magie noire. D'ailleurs, je vous mets au défi de me citer un sorcier, excepté Voldemort, qui a déjà créé un Horcrux. Du côté du Seigneur des Anneaux, c'est sensiblement pareil, seul Sauron semble être en capacité de créer un tel objet. Quant aux solutions existantes pour détruire un Horcrux, le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne sont pas légion et que la tâche est ardue, comme en témoigne la difficulté éprouvée par Dumbledore à détruire la bague des Gaunt, ainsi que le prix qu'il a payé pour y arriver. En l'occurrence, sa vie. Concernant l'anneau, c'est encore pire, il ne peut être détruit qu'à l'endroit où il a été forgé, la montagne du destin, en l'occurrence l'endroit le plus inaccessible de toute la Terre du Milieu. A noter également que le pouvoir de l'anneau est tel qu'il faut une volonté sans faille pour le détruire, et on peut même affirmer sans crainte qu'il a été détruit par accident. Ah ça, tu pensais peut-être à la scène du film où Frodon et Gollum se battent puis tombent ensemble dans la crevasse. Là, tout le monde retient son souffle. Sam se précipite vers le précipice et découvre, en même temps que le spectateur, que Frodon s'est rattrapé in extremis à la falaise. Dans le livre, en revanche, Gollum et Frodon se battent et, extrêmement heureux d'avoir enfin l'anneau en sa possession, la ville et pauvre créature fait la danse de la joie, trébuche, tombe de la falaise et fait un plongeon renversé dans la lave. Tout seul comme un grand.
Pour revenir sur la difficulté de détruire de tels objets, on peut revenir sur le fait qu'un Horcrux, tout comme l'anneau, possède une volonté propre, et qu'il s'oppose à ceux qui veulent les détruire. La difficulté à les porter et l'influence négative qu'ils exercent sur leurs porteurs temporaires, en l'occurrence Harry et Frodon, est un parfait exemple. De plus, ces objets cristallisent les envies de pouvoir de ses créateurs ou de ses détenteurs, tout en leur faisant payer le prix. La quête d'immortalité, symbolisée par la création des Horcrux chez Voldemort, lui coûtera cher. Le jeune et beau Tom Jedusor, qui deviendra Voldemort, n'aura plus grand chose à voir avec un humain. Quant à Sméagol, bien que n'ayant jamais été un beau gosse notable, deviendra un monstre appelé Gollum. Notre liste de points communs n'a pas la prétention d'être exhaustive. Si vous en avez d'autres qui auraient été pertinents dans cette vidéo, je vous laisse les mettre en commentaire. En tout cas, en s'arrêtant seulement à ce stade de l'analyse, on pourrait affirmer, comme beaucoup de monde, que l'anneau et le Horcrux, c'est grosso modo la même chose et que J.K. Rowling a simplement copié Tolkien. Mais avant d'émettre une conclusion hâtive et surtout trop approximative, il convient d'analyser les différences entre les deux concepts. La première différence, et pas des moindres, réside dans la nature et l'utilisation même de ces objets. L'anneau confère un pouvoir à celui qui le porte, et peut même varier selon le détenteur. Plus grande puissance pour Sauron, longévité et invisibilité pour les trois hobbits, Gollum, Bilbon et Frodon. Même si ce dernier ne l'a pas porté suffisamment longtemps pour que l'on aperçoive quelconques effets. Dans le cas contraire, il aurait bénéficié de cette longévité artificielle, qui n'est, pour être honnête, pas vraiment un cadeau. Alors que les Horcrux ne confèrent aucun pouvoir à leurs détenteurs. Ils ont simplement, en vulgarisant, le même rôle qu'un disque dur externe dans lequel on irait sauvegarder des données au cas où notre ordinateur venait à cracher. En l'occurrence, les données sauvegardées dans cette métaphore seraient les fragments de l'âme de Voldemort. Ensuite, leur nature est totalement différente. L'anneau est lié à Sauron, tout comme Sauron est lié à l'anneau, mais les deux possèdent néanmoins une volonté propre. L'anneau n'est certainement pas l'extension de l'âme de Sauron, c'est plus une arme spirituelle, une entité à part entière, on va dire. D'ailleurs, pour justifier le fait que l'anneau possède une volonté propre, rappelez-vous que c'est lui qui décide d'abandonner Gollum pour avoir un autre porteur, alors qu'en soi, cela ne répond pas vraiment aux intérêts de Sauron. Quant aux Horcrux, ils sont le prolongement, l'extension de l'âme de leur créateur. Ils ont parfois une volonté, mais ne sont pas indépendants, ils sont partie intégrante de l'âme de Voldemort. Et c'est une très grande différence. Les Horcrux ne sont pas un outil pour Voldemort, les Horcrux sont Voldemort. De plus, on pourrait souligner le fait que l'anneau est unique, qu'il n'en existe qu'un seul, un seul, sans exception. Alors que du côté des Horcrux, on en a 7. Ce qui nous amène naturellement à la question, pourquoi Voldemort n'en a pas créé davantage? D'autant plus qu'au fil des bouquins, il commence à s'apercevoir que Harry a bien compris le système. Quand on voit déjà les dégâts suite à la création de 7 d'entre eux, en créer ne serait-ce qu'un seul de plus aurait complètement détruit son corps physique. Cette analyse est très bien illustrée par un article sur lequel je suis tombé l'autre jour, qui explique la chose suivante. La plupart penseraient que son âme a été divisée en parts égales, dans chaque objet. Mais ils auraient tort. Chaque fois que Tom Jedusor a créé un Horcrux, il a séparé son âme présente dans son corps. Les portions d'âme ressembleraient donc à ça. Le journal intime de Tom Jedusor, 50%. La bague d'Elvis Gaunt, 25%. Le médaillon de Serpentard, 12,5%. La coupe de Poufsouffle, 6,25%. La diadème perdue de Serre d'Aigle, 3,125%. Harry Potter, 1,563%. Le serpent Nagini, 0,781%. Et enfin, Tom Jedusor, ou en tout cas ce qui reste de lui, 0,391%. Cette échelle de pourcentage explique assez clairement pourquoi certains Horcrux ont des propriétés manipulatrices. Il est maintenant facile de comprendre comment le journal intime a pu posséder Ginny Weasley, tandis que Nagini ou la coupe de Poufsouffle n'ont pas eu beaucoup d'impact sur nos héros. Cela explique aussi pourquoi le médaillon a pu créer des hallucinations et un comportement aussi hostile, a pu momentanément diviser le trio en jouant avec leurs esprits, mais n'a néanmoins pas pu aller jusqu'à posséder totalement son porteur. Si on met de côté toute l'importance, toute la symbolique qui existe autour du chiffre 7 pour J.K. Rowling, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi Voldemort n'en a pas créé davantage.
Et l'analyse précédente de l'archéonaute semble nous donner un élément de réponse. Diviser son âme à répétition semble être dangereux dans le sens où le pourcentage restant de l'âme originelle est de plus en plus petit. Déjà, on constate qu'en partant de ce postulat, créer 7 Horcruxes est tout bonnement énorme, et on arrive à une autre différence majeure avec l'anneau unique. C'est peut-être une théorie, mais cela voudrait dire que créer des Horcruxes, et donc diviser son âme à répétition, aurait pour conséquence d'affaiblir son créateur, en l'occurrence Voldemort. Et là, on se trouve sur la définition opposée à l'anneau. Les Horcruxes affaibliraient leur détenteur, tandis que l'anneau décuplerait les pouvoirs du sien. Pour conclure, mon analyse est la suivante. Les Horcruxes ont un rôle plutôt passif et défensif, car ils ne procurent pas plus de puissance à leur créateur, mais seulement un simulacre d'immortalité. Si on fait une analogie vidéoludique, on pourrait parler de point de sauvegarde. Au contraire, l'anneau possède une bonne partie de l'esprit de Sauron, et son rôle est davantage actif. Il asservit les porteurs des autres grands anneaux de pouvoir à distance, comme des marionnettes. Allez demander aux Nazgûl pour un témoignage authentique. Avant tout, l'anneau procure à Sauron un immense pouvoir, mais contrairement à Voldemort, il ne peut être tué. Il est immortel par nature, mais il peut devenir inoffensif s'il est suffisamment affaibli. Pensez à l'anneau dans la lave. De mon côté, je trouve également que ces deux concepts sont trop divergents pour être confondus. Je ne considère pas l'anneau comme un Horcrux, et encore moins les Horcruxes comme des petits anneaux. Après, si on oriente plutôt la question sur les inspirations de J.K. Rowling, pour moi c'est évident qu'elle s'est inspirée de l'anneau unique pour imaginer le concept d'Horcrux. Mais pour continuer ce débat, je vous renvoie vers mon ancienne chronique. J'espère que cette vidéo et notre collaboration vous aura plu. Pour ceux qui en veulent davantage, aujourd'hui sortira sur la chaîne de l'Archéonaute une autre vidéo commune où on abordera l'histoire des baguettes magiques dans Harry Potter. En attendant, je vous dis à la prochaine et je m'excuse également pour le manque de contenu ces 2 derniers mois, mais on se retrouve très bientôt pour pas mal de chroniques. Bon allez, à la prochaine.